Entendez-vous? C'est de l'eau qui coule. C'est fantastique que dans un objet, de l'eau qui coule soit associée à une figure du Bouddha, quand même. C'est pas banal, mais en même temps, c'est pas vraiment nécessaire. Parce que, admettons qu'on ne voit que le bout là, puis on enlève l'eau qui coule. On arrive dans la musique du silence, où le Bouddha comme idéologie, comme chemin de connaissance difficile, demande un effort du cerveau. Mais si on remet la musique de l'eau, et qu'on enlève le Bouddha, on n'entend que la musique de l'eau. Il se passe quelque chose. C'est exactement ce que je cherche comme méthodologie, comme philosophe. Je vais essayer d'y aller par quelques étapes que j'ai traversées comme chercheur. Je les ai mis sur un petit papier en ordre, parce que je vais commencer, je vais signaler. Par exemple, j'ai été très étonné de la méthode des moines tibétains, qui prenaient du sable pour en faire des dessins, et après ça, effaçaient le sable, effaçaient le dessin et recommençaient, effaçaient, recommençaient, sans arrêt. Pourquoi? Après ça, je pense à la méthode de Duchamp qui cultivait du sable, nuit et jour. Pourquoi? Après ça, je pense à la méthode de Walter Benjamin, qui transcrivait des extraits de textes du 19e siècle à la recherche d'une méthode. Pour moi, au début, ça n'avait pas de consensus de signification. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, moi-même, je commence à transcrire les résultats d'audio d'un cerveau d'une autre chercheuse. Et là, c'est en transcrivant sans arrêt, nuit et jour, pendant des années, à partir même de mes propres transcriptions, que je me suis dit, regardons, mais ça ressemble au moine tibétain, ce que je fais là. Mais ça ressemble à Duchamp. Ça ressemble à Walter Benjamin. Qu'est-ce que je cherche? Probablement que je cherchais exactement la même chose qu'eux. Et c'est drôle parce que ce matin, dans le fameux Bouddha avec l'eau qui coule, je me rends compte que ce que je recherche, c'est l'eau qui coule sans le Bouddha. J'ai avancé dans mon travail parce qu'en faisant une transcription nuit et jour pendant presque 3 ans maintenant, j'ai commencé aussi à répertorier une dizaine d'audios de France Culture que j'ai écouté plusieurs fois. Et à les mettre un arrêt de l'autre et à les réécouter. Comme si c'était l'eau du Bouddha. Mais en cherchant à dissocier le contenu des audios de l'eau, de la musique qui coule sous le contenu. Et je pouvais y arriver parce que j'avais travaillé très dur sur le rapport entre la musique
des transcriptions et la transcription. Parce que j'avais travaillé comme vagabond longtemps sur pourquoi Duchamp cultive du sable. Comme si j'avais passé au moins une année à l'université, dans mon vagabondage universitaire, à essayer de comprendre en quoi la méthodologie de Walter Benjamin, de transcrire sans arrêt, nuit et jour, des textes du 19e siècle pour faire surgir l'âme du 19e, était une méthode qui n'était pas copiable, qui était signée. Jusqu'à arriver à m'imaginer que chaque fois que je traite du sable, c'est-à-dire des textes, que je transcris des textes d'un autre cerveau, que je transcris des audios de France Culture, c'est le sable c'est le sable sonore. Je recherche le sable sonore par les taches de connaissance. Ah! Et là, ça commence à se préciser. Parce que dans chaque tache de connaissance, il y a du sable sonore. Et souvent, ça surgit avec d'autres éléments. Par exemple, je me retrouve à Val-David avec ma compagne de vie, en espérant retrouver l'âme de ma jeunesse quand on avait la butte au Pierrot. Et en visitant le village dans lequel je n'avais pas été au moins depuis 10 ou 15 ans, j'arrive sur le terrain de la butte et mon chemin de pierre, avec lequel j'avais mis des pierres pendant tout un été pour que mon tombeau, mes cendres soient en dessous de la scène de la butte, mon chemin de pierre avait disparu, la butte avait disparu, ma maison avait disparu, la maison que Raymond Lévesque écrivait ses revues, tout avait disparu. Mais il y a une chose qui n'avait pas disparu. La musique de la rivière du Nord, dans le village. La rivière du Nord transportait le sable sonore à partir desquels mes taches de connaissance conservaient leur vie, leur vivance. Pourquoi je raconte ça? Parce que je suis en train de comprendre que la différence entre un rêve et un désir, c'est la musique du sable sonore. Un désir ne porte pas de musique du sable sonore. Le rêve, oui. Et qu'est-ce qu'un désir? C'est simplement... Un rêve est un désir, mais un désir n'est pas un rêve. En quoi un désir n'est pas un rêve? C'est qu'un rêve ne supporte pas la tricherie. Le désir, oui. Exemple, si je veux m'acheter une piscine dans ma cour, j'ai le désir. Mais si je veux qu'elle soit plus grande que celle de mon voisin parce que je veux pas que mon voisin aille plus que moi, c'est pas un rêve. Donc, il y a tous les éléments qui sont contextualisés, qui sont de l'historicité. Le rêve comporte l'immortalité du sable sonore. Et je me rappelle quand j'ai quitté la scène, à la fin de ma carrière d'artiste, j'ai quitté à cause de la chanson de Jacques Brel. Rêver d'un impossible rêve. Rêver d'un impossible rêve. Il n'y a que l'impossible d'un rêve qui te permette de faire la différence entre un rêve et un désir. De là, mes 4 questions. Quel est ton rêve? C'est la première. Mais ça m'a pris une vie, hein? Hein? Qu'as-tu fait pour ton rêve aujourd'hui? Si tu n'as rien fait pour ton rêve aujourd'hui, ton rêve est un désir. Si tu n'as rien fait pour ton rêve aujourd'hui, tu as triché avec ton rêve. Et quand un rêve devient un désir, c'est exactement la même chose que Bouddha. Si j'ai ça, la musique de l'eau et Bouddha, il y a des grandes chances que je vive un désir d'être comme Bouddha, mais ce n'est pas un rêve. Bon, je m'exprime bien maladroitement et comme philosophe, je pose juste une question, mais il me semble que si je n'entends que la musique de l'eau, tout en honorant ce que l'homme Bouddha a pu faire de son propre rêve. Mais quel était le rêve de Bouddha? C'était fondamentalement de trouver le chemin par lequel l'homme se délivre de la souffrance, de trouver un chemin. Un chemin qui a tellement émerveillé les humains qu'une bonne partie de l'humanité qui fonctionne avec Bouddha comme une autre partie fonctionne avec le Christ, par exemple. Mais chaque être humain, ce qui
qui est universel, ce qui est universel. Toutes les langues, tous les pays, c'est la musique de l'eau. Ah! La musique de l'eau est universelle. Elle bat les langues, elle bat les cultures, elle bat les générations. La musique de Bouddha et de l'eau est contextuelle. C'est le rêve d'un homme et le désir de beaucoup d'autres. Donc, un philosophe, fondamentalement, c'est celui qui, dans le chaos des émotions qui constituent la vie, essaie de dessiner la musique de l'eau sous l'universalité d'une question qui lui est propre. En espérant apporter des éclairages, comme par exemple, moi j'ai consacré 30 ans à trouver le chemin stratégique poétique de la nanostrand planétaire. Ben, c'est mon chemin à moi. Et ce qui me surprend, c'est que pendant des années, moi que j'aimais bu, pas parce que j'étais vertueux, c'est parce que ça n'a pas à donner. Mon rêve était trop... et mon rêve m'a saoulé, mon rêve m'a drogué, mon rêve m'a rendu heureux. Ben, je suis allé aux Alcooliques Anonymes, puis à chaque fois, je me suis demandé qu'est-ce qui manque à ce mouvement-là. Je m'assoyais en arrière, à travers le Québec, quand j'étais vagabond. D'abord, j'y allais pour une raison, parce qu'il y avait du café qui était gratuit, puis des biscuits. Aujourd'hui, il n'y a même plus de biscuits gratuits. C'est plus difficile pour un vagabond. Et quand je voyais les gens témoigner, je voyais les gens souffrir, ben, je me disais, ça marche pas. Ça marche, mais tout le monde souffre jour après jour, à cause d'un jour à la fois. Mais un jour à la fois, ça marche pas. Par contre, si tu es capable de te poser des questions, ça, naturellement, c'est mon hypothèse forte. Mais qu'est-ce qu'elle vaut? Mais puisque le reste ne marche pas vraiment, je la suggère quand même. Si à un moment donné, tu es capable de dire, parce que je ne triche pas avec mon rêve tous les jours, je n'en fais pas un désir à consommer, mais plutôt un horizon à m'éblouir, un horizon à me soulever l'âme. Et tu n'as pas besoin d'avoir un grand rêve. Il y en a, par exemple, comme ma compagne de vie, elle a centré son rêve sur sa famille. Elle a fait de sa famille un rêve. Moi, je peux dire que j'ai fait de l'humanité souffrante mon rêve. Soulager la condition humaine par une espérance théorique. C'était ma vie. Est-ce que je vais réussir? Ça n'a aucune importance. Tout ce que je sais, c'est que mon rêve, j'ai pas triché avec mon rêve et que jamais mon rêve va être un désir. Ça, je peux l'assurer. Parce que j'ai sacrifié trop de choses. Trop de choses. Donc, je reviens et je termine avec ça. Oui, pour Bouddha, avec l'eau. Mais oui, pour l'eau sans Bouddha.